Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wesselmann. La semaine dernière, les fissures au sein de la NUPES se sont transformées en réelle fracture, en réelle division après une interview sur Sud Radio de la députée insoumise Danièle Obono, rudement interviewée par Jean-Jacques Bourdin. Danièle Obono décrivait le Hamas comme un mouvement de résistance palestinien. Alors indignation de la classe politique, condamnation de plusieurs cadres de la France insoumise et de la NUPES. Le Parti socialiste a annoncé alors suspendre sa collaboration avec la nouvelle Union populaire et solidaire, et Gérald Darmanin a même annoncé saisir le procureur de la République pour apologie de terrorisme. Et au bout de cette polémique intervient donc cette nomination de Danièle Obono à la Cour de justice de la République. Et pour en parler avec nous sommes avec Édouard Lavolée. Bonjour. Bonjour Baudouin. Vous êtes journaliste à Valeurs Actuelles et je vous propose qu'on réécoute pour nos auditeurs notamment cette interview de Danièle Obono face à Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio. C'était le 17 octobre dernier. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas qualifié le Hamas de mouvement terroriste ? Parce que pour vous, c'est un mouvement de résistance ? Je cherche l'explication. Oui, c'est nécessaire un mouvement de résistance, le Hamas ? C'est nécessaire d'avoir... Est-ce que c'est un mouvement de résistance ? C'est nécessaire d'avoir des clarifications, parce que les mots sont importants. Moi, je vis de clarification, justement. Donc est-ce que c'est un mouvement de résistance ? C'est un groupe politique islamiste qui a une branche armée et qui s'inscrit dans les formations politiques palestiniennes. C'est un mouvement de résistance a pour objectif la libération de la Palestine qui résiste à une occupation. Donc c'est un mouvement de résistance. Oui. Et un mouvement de résistance. Et à la suite de cette polémique, Danièle Obono a réagi sur le média, dans une interview publiée vendredi 20 octobre et qui a atteint les 100 000 vues. Pour Danièle Obono, ses propos ont des échos dans le débat public. Elle n'est pas la seule à les tenir et je vous propose de l'écouter car elle affirme au micro de Nadia Lazzouni que c'est une opinion qui n'est pas forcément si minoritaire que cela. Pourquoi il n'y a pas de position unanime sur la question au sein de la France insoumise ? Il y a une position et elle s'est exprimée à travers notre premier communiqué. Elle s'est exprimée aussi à travers d'autres interventions qui ont été en but des fois aussi à d'autres tentatives de manipulation justement sur le terme terroriste. Et vous avez vu que le fait de dire certaines choses qui au début pouvaient avoir l'air incompréhensibles, ça a été confirmé par d'autres personnalités qui sont peut-être considérées comme moins... qui ne sont pas considérés comme des insoumis, je pense à d'anciens ministres des Affaires étrangères. Donc notre propos, notre parole a eu des échos et a été confirmé sur le fait de quoi on parle, pourquoi est-ce qu'il est important de bien caractériser les choses et de mener cette bataille-là, même si ça ne rentre pas dans les formats du débat médiatique conventionnel. Alors Édouard Lavolée, Danièle Obono signe et persiste et signe. Est-ce que la France insoumise résiste mieux que les autres à ce genre de polémique, même extrêmement violente ? En fait, on assiste quand même à une scission au sein de la France insoumise, avec le pôle Mélenchon, Coquerel, Bompard, Guettet, Panot, qui fait bloc derrière la ligne portée par Obono, donc la ligne indigéniste, wokiste, islamo-gauchiste. Il y a un autre pôle qui se dégage peu à peu, porté par Ruffin, le couple Garrido-Corbière, qui, si on peut dire, sont restés républicains, font encore allégeance aux valeurs républicaines en qualifiant le Hamas de groupe terroriste, en qualifiant les attentats terroristes du kibbutz israélien d'attentats terroristes. Et on a un autre pôle qui se dit qui va au bout de la stratégie Terra Nova. Donc la stratégie Terra Nova, ça vient d'une note rédigée en 2011 qui théorise le fait que si la gauche veut de nouveau gagner, elle doit récupérer l'électorat des classes populaires. Donc en gros, depuis maintenant 5-6 ans, depuis l'élection de 2017, Mélenchon va jusqu'au bout de cette ligne, donc va flatter les plus bas instincts des banlieues, donc par exemple en qualifiant le Hamas presque de groupe de résistance et en faisant des courbettes comme ça face aux pires communautaristes. Et on a vu que cette stratégie a failli marcher maintenant il y a 1 an et demi, parce que Jean-Luc Mélenchon a échoué à 400 000 fois du second tour. Donc en fait, Danièle Obono, c'est un porte-voix symbolique pour Jean-Luc Mélenchon pour capter ses voix en banlieue, parce que les musulmans généralement sont un électorat assez peu politisé, qui votent assez peu, et ont un sondage de la Croix, beaucoup d'abstention, ouais. Exactement, beaucoup d'abstention, et un sondage de la Croix d'il y a 1 an et demi a montré que
les musulmans qui avaient voté à 69% pour Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est une radia, c'est carrément un monopole, une mainmise. Et l'objectif de Mélenchon, c'est que ce socle, ce plafond soit le plus haut possible, en atteignant un nombre qui lui permettrait d'être potentiellement au second tour. Donc on va flatter le Hamas, on va flatter des organisations qui luttent contre l'oppresseur israélien, l'occupant israélien. On va utiliser toute une rhétorique anti-sioniste, mais qui flirte avec l'antisémitisme, on y reviendra peut-être, parce qu'il y a aussi toute une fascination pour le romantisme révolutionnaire. Le Hamas, ça rappelle des groupes révolutionnaires sud-américains du XXe siècle. Et donc finalement, dans tout ce roman-là, il y a tout ce qui peut plaire potentiellement à la France Insoumise, que ce soit électoralement parlant, et aussi au niveau symboliquement parlant. Et alors, vous le disiez, Alexis Corbière a cité cette couverture du journal L'Humanité qui explique que le Hamas est le meilleur ami des Palestiniens. Alors certes, c'est une division, une différence importante par rapport au terrorisme, mais en fin de compte, sur le programme franco-français, est-ce que les divisions seront si profondes que cela ? Et la branche Daniel Obono, que vous citiez, la branche Mélenchon, et la branche plus républicaine, Alexis Corbière, Raquel Garrido, est-ce qu'ils vont pas très rapidement se retrouver et avancer après cette séquence politique israélo-palestinienne ? Il y a un moyen de mesurer la profondeur de la division au sein de la France Insoumise, c'est de savoir si les Insoumis répondent à Valeurs Actuelles. Et moi, j'ai envoyé un message privé à Alexis Corbière la semaine dernière, et il m'a répondu en me renvoyant à la une de l'Humanité, comme je vous l'ai dit. Bon, il m'a pas dit d'autres messages, mais c'est assez cordial. Ça montre quand même que la fracture est actée et profonde. Alors moi, Daniel Obono ne vous répond pas. Daniel Obono ne nous répond toujours pas. On a un passif avec elle qui fait que ça peut se comprendre. Il y a un procès. Et voilà, il y a eu un procès qui est toujours en cours. Et donc, en fait, moi, je ne vais pas rentrer dans la politique fiction, dans les pronostics, mais en tout cas, ça montre que la division est vraiment profonde entre deux camps, comme j'ai dit, Corbière, Garrido et Ruffin. Et on ne sait pas, en fait, la vérité de l'instant T n'est pas, en politique, la vérité de l'instant T n'est pas la vérité du lendemain, du futur. Beaucoup estimaient qu'au moment de la marche contre l'islamophobie, le LFI était sorti du champ républicain, que plus jamais il n'arriverait à faire un score au-dessus de 10%. Résultat, 3 ans plus tard, en 2022, LFI a réussi à faire presque 22% au premier tour et quasiment se qualifier au second tour. Donc, finalement, je pense qu'en politique, on a l'amnésie facile. Aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que le groupe insoumis est un simulacre de groupe. Il y a tellement de sensibilité au sein de ce groupe que... Le groupe insoumis ou la NUP ? Et encore plus au niveau de la NUPES. Parce qu'à la NUPES, on voyait Yannick Jadot qui appelle à la fin de la NUPES, Carole Delga hier dans une interview au Point, ou avant-hier dans une interview au Point, qui dit que c'est une alliance électoraliste mortenée et qu'elle a échoué sur le réel. On a aussi Boris Vallaud qui appelle à mettre en suspens les discussions parlementaires. Donc en fait, il y a une double division au sein de la NUPES et au sein de la France Insoumise. Et tout ça, en barycentre, on a Mélenchon qui veut préparer encore une fois son socle pour dans 4 ans désormais, pour la prochaine élection présidentielle. Et on a une interview assez intéressante de Raquel Garrido, hier chez France Info, si je ne m'abuse, qui dit que la France Insoumise a été construite tout autour pour créer une rampe de lancement pour Jean-Luc Mélenchon pour la prochaine élection présidentielle, et qu'il faut sortir de ce logiciel-là. En fait, faut se dire que Jean-Luc Mélenchon, dans 4-5 ans, il sera sûrement à la retraite, peut-être qu'il fera une dernière présidentielle, et que les Insoumis doivent s'affranchir de cette figure tutélaire, de ce leader Maximo qui vampirise un peu toutes les sensibilités au sein de la France Insoumise. Et la France Insoumise va se retrouver peut-être dans une impasse, parce que qui va incarner le prochain visage de la France Insoumise, peut-être François Ruffin. François Ruffin n'est pas du tout sur la même ligne, il est pas du tout sur la ligne Terra Nova, il est sur une ligne beaucoup plus travailliste. Il veut aller récupérer l'électorat qui est affilié aujourd'hui au RN, c'est-à-dire l'électorat prolétaire. Et chez Fabien Roussel aussi. Et chez Fabien Roussel aussi, qui lui a acté plus ou moins la fin de la participation du PCF à la NUPES. Bon, c'est un vrai faux départ, parce que son camp a voté à 92% le départ de la NUPES, mais
c'est plus compliqué que ça de quitter une alliance électorale. On va voir, ça va être très intéressant de voir ce qui va se passer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Mais pour l'instant, la NUPES bat l'aile, et c'est un euphémisme de le dire. Et c'est une alliance beaucoup trop hétéroclite, hétérogène pour qu'elle survive dans le temps d'ici 4 ans à la prochaine présidentielle. Alors on va revenir sur cette nomination de Daniel Obono à la Cour de justice de la République. Alors quel va être son rôle en tant que juge dans cette Cour de justice et évidemment il me semble mais le contexte de nomination de Daniel Obono est indépendant de cette polémique. Oui, alors c'est totalement indépendant. Alors déjà rappelons ce qu'est la Cour de justice de la République, parce que c'est une cour assez méconnue des Français, mais qui a quand même son importance. Vous allez voir, je vais vous dire pourquoi. Va juger prochainement. Exactement. En fait, il y a 6 sénateurs, 6 députés et 3 membres de la Cour de justice de la République. Donc ça fait 15 membres qui sont chargés de juger les membres du gouvernement, voilà, les membres actifs du gouvernement. Bon, il faut savoir qu'on a le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui est accusé de prise illégale d'intérêt et qui devrait être jugé prochainement. Et donc Daniel Obono fera partie de ces 15 juges, 15 jurés chargés du procès d'Éric Dupond-Moretti. Donc le contexte de cette nomination est totalement indépendant de la polémique, bien sûr, mais il peut interroger, parce que on a des députés républicains, enfin on a notamment le chef des Républicains, Éric Ciotti, qui a demandé la levée de l'immunité parlementaire de Daniel Obono pour apologie du terrorisme. Donc est-ce que Daniel Obono est vraiment légitime, à même de juger un ministre en action, sachant tout le CV, tout le pédigré qu'elle arbore durant sa carrière, sa vie politique, sa carrière politique. La question peut légitimement se poser, mais en tout cas la nomination est totalement indépendante. Et elle n'a pas de procédure, elle n'a pas déjà de procédure judiciaire en cours, mais pas de condamnation concernant ses propos sur le Hamas. Non, alors comme vous l'avez dit, Gérald Darmanin a déposé plainte auprès du... Saisi le procureur de la République. Saisi, pardon, le procureur de la République. Ça ne devrait pas aboutir dans le sens où elle n'a pas encouragé le Hamas, elle n'a pas fait d'apologie du terrorisme, elle n'a pas encouragé le terrorisme, elle a été complaisante avec un groupe terroriste qui est décrété comme tel par les instances internationales, malgré le fait que Daniel Obono dise le contraire. Donc elle a enchaîné aussi les contre-vérités au micro de Sud Radio et de Jean-Jacques Bourdin, mais elle ne devrait pas être condamnée pour ça. Il y a aussi un effet d'annonce de Gérald Darmanin qui veut montrer les muscles, ouais, comme il l'a fait avec Karim Benzema la semaine dernière, où il y a une volonté bien sûr de s'ériger en homme fort contre l'islamo-gauchisme, le communautarisme, mais Daniel Obono ne devrait pas être inquiété là-dessus. Donc il n'y a pas de possibilité, enfin il est impossible de déchoir Daniel Obono de son titre de membre de cette Cour de justice de la République, mais c'est plus au niveau moral finalement qu'on peut se poser la question de qui on nomme pour juger nos ministres en action. Très bien, merci beaucoup Édouard Lavolée d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes journaliste de Valeurs Actuelles et vous tirez un portrait cette semaine de la députée de Paris, Daniel Obono.